Je vais vous faire une présentation sur mon utilisation de MongoDB. Pour tout vous dire, moi j'ai pas géré 120 serveurs, j'en ai juste ça, géré un. Du coup, j'ai quand même des choses à vous dire pour cette présentation. C'est que, comme c'était sur des petits projets, on a une utilisation assez courte de MongoDB, des solutions qu'on a utilisées, etc. Donc c'est possible qu'il y ait des choses où vous ne soyez pas d'accord. Par exemple, c'est possible de faire ça dans un autre langage hyper facilement, c'était pas la bonne manière de le faire avec MongoDB ou quoi que ce soit. Je vais peut-être même dire des choses qui vont paraître évidentes. Ok, soit. Et du coup, peut-être que vous vous demandez, mais pourquoi je fais cette présentation sur MongoDB? Parce qu'à la fin de mon premier projet avec MongoDB, je fais comme ça. Je fais, oh là, c'est trop bien, le monde va être au courant que MongoDB c'est super simple et super bien. Ok, donc on va revenir à la présentation. Donc MongoDB et les Big Data. Je sais qu'on a MongoDB dans notre groupe, mais qui connaît MongoDB ici? Plus ou moins. Ok, c'est bon, tout le monde. Pour qui MongoDB c'est souvent associé à Big Data? Il y a quelques mains, ok. Vous n'êtes pas tout seul. Il suffit d'aller sur le site de MongoDB. Si on regarde un petit peu, Big Data c'est partout. Donc c'est vraiment MongoDB, ok, Big Data. Sauf que c'est bien, moi j'ai testé et j'ai pas du tout fait de Big Data. Comme je vous l'ai dit, moi j'ai utilisé un seul serveur. Toutes les données réunies, à tout casser, il doit y avoir 10 mégas, je peux tout passer à la main s'il fallait, bref, pas beaucoup de données. Du coup, ça va être le retour de mon expérience avec MongoDB et le no Big Data. En fait, MongoDB, j'ai utilisé sur 4 projets, 4 petits projets différents où j'ai constitué en fait 2 stacks techniques. Ces stacks techniques, je les ai constitués parce que sur ces différents projets, ils avaient tous une contrainte commune. Donc ça, c'est le fameux triangle qualité-coût-délai. Ce qui est les faire vite et pour pas cher. Pourquoi il fallait les faire vite et pour pas cher? Parce que généralement, c'est pour soit faire des ateliers. Donc, ça veut dire que l'atelier va avoir une durée de vie de 3 heures. On nous le dit, le lundi, il faut le faire pendant 2 semaines. Sauf qu'on n'est pas à plein temps dessus. On a 1 heure par-ci, 1 heure par-là. Et en plus, comme c'est des projets qui ont une faible durée de vie, il ne faut pas que ça coûte cher. Il ne faut pas que ça coûte vraiment beaucoup d'argent, parce que de toute façon, ça va être quasiment que de la pure perte. Donc la première stack technique, j'ai utilisé Play Framework 1, la version 1, Django, qui est un driver MongoDB forcément, et Embed Mongo. La seconde stack, là j'ai voulu tester autre chose, donc je suis passé sur du Play 2, Play Framework 2, avec AK, Reactive Mongo pour le driver Mongo, toujours Mongo, et toujours Embed Mongo. Donc ça va être la première stack, et ça sera la seconde stack. Donc la première stack, Play, Django, Mongo Embed. Je vais d'abord présenter Django. Donc Django, c'est le driver qui permet de passer de Java à MongoDB. Ce que j'aime vraiment beaucoup avec Django, c'est qu'il est très simple d'utilisation. Typiquement, on va faire une requête dans son shell. On va dire, oh, c'est bon, j'arrive à requêter mes données avec cette requête-là. On a juste à copier-coller la requête, à coller dans le code Java avec Django, et tout de suite il va faire du mapping des données sur votre objet Java. On n'a pas la barrière de devoir convertir dans un autre langage en devant, par exemple, en se disant bon bah voilà, là j'ai trouvé ma requête pour faire pareil avec le SQL. J'ai trouvé ma requête SQL, maintenant il faut que je la mette en critère. Des fois ça peut devenir un peu compliqué. Avec Django c'est très simple, on trouve la requête dans Mongo, si on a trouvé la requête dans Mongo, ça marchera avec Django. On a aussi utilisé Embed Mongo. Alors Embed Mongo, c'est une base de données embarquée. Donc c'est super bien. Il suffit de la démarrer, c'est télécharge la base de données, ça la démarre, et après c'est comme si vous aviez une base de données en local. Pourquoi on a utilisé ça? C'était surtout pour les phases de dev. Déjà, on récupère le projet, on lance, la base de données déjà, pas besoin de setup de MongoDB. C'est quand même relativement simple, mais là c'est encore plus simple, il n'y a rien à faire. En plus, on a travaillé avec un développeur front-end, donc le CSS il connaît, le HTML il connaît, MongoDB il connaît pas, Java il connaît pas,
fallait vraiment essayer de faire que les choses soient vraiment très simples. Avec Embed Mongo, il récupère le projet, il démarre, il n'a rien à setuper, ça marche direct. Il a juste à faire ses petits modifs CSS direct. Pas besoin qu'il nous envoie le code, que ce soit amené d'intégrer, etc. Il est capable de travailler directement sur le projet. Donc ça, c'était plutôt mal. Derrière, pour tout ce qui était framework, on utilisait Play Framework. Qui connaît Play Framework? Voilà, ok. Ce qui est vachement bien avec Play Framework, je pense que vous devez connaître, mais si vous ne connaissez pas, c'est grosso modo, on tape du code, on appuie sur CTRL-R dans le navigateur, ça charge directement les dernières modifications. Pas besoin de relancer le serveur ou quoi que ce soit. Si vous faites du J2E, etc., vous savez ce que c'est. Là, direct, on code, on refresh. Gros avantage, du coup, c'est un feedback immédiat. Tu fais la modif, tu refresh, direct, tu vois si ça marche pas, quel impact ça a. Comme MongoDB, c'est sans schéma. On peut modifier le schéma des objets, etc. Au refresh, c'est plus direct. Pareil, un feedback immédiat. Le problème qu'on a eu, enfin que j'ai eu plutôt, c'est lors du déploiement en prod. Ok, MongoDB, ça n'a pas de schéma. Par contre, les données, elles sont hiérarchisées d'une certaine manière. Si je change cette hiérarchie, mon code, il va s'attendre par exemple à que la donnée elle soit sur le champ A. Pas de chance, avant elle était sur le champ B. Du coup, il n'y aura pas de données. Ça peut se terminer mal, dans le sens où on n'aura pas les données qu'on veut, l'applicatif va mal gérer, bref, ça va compter comme ça. Sur cette solution, enfin sur ce problème-là, j'aurais pu soit migrer les données pour que les données correspondent au code, soit faire en sorte que le code gère la variation de données sur les différentes versions, sauf que ça prend un peu de temps. Ou sinon, je peux aussi prendre toutes les données, les dropper. Je pense que ça, c'est la pire des solutions. Et en fait, c'est celle que j'ai choisie parce que c'est la plus rapide. Du coup, sur le premier projet, sur le projet qui a pris un stack, ça donne à peu près ça. Donc, c'était pour un salon, c'était une chasse au trésor. L'utilisateur, ils avaient juste à flasher un code, etc. Les données, ils arrivaient sur l'applicatif, on enregistrait leur score, etc. Donc c'était en production pendant 3 jours. Uniquement pendant 3 jours, enfin, on a rajouté un petit jour de choses. Ça nous a coûté 2,5 €. C'est le prix des serveurs. On a quand même eu un problème de prod à cause d'un changement d'IP, de la machine Mongo qu'on ne gérait pas. On a juste eu besoin de faire un démarrage de notre applicatif, après c'était bon. Là-dessus, on a quand même eu 191 joueurs, donc ça a l'air de rien, mais ça va faire presque 10% du salon. Pour un petit atelier, pour une petite animation, bon, on est assez content. Donc là, en fait, pourquoi j'ai changé de stage en passant sur P2, etc. C'était surtout pour rappel. Typiquement, c'était pour faire l'interrogation sur plein de serveurs en même temps. J'avais un petit peu entendu parler d'ACA, pourquoi pas essayer. Du coup, il a fallu changer de technologie. Je suis passé sur ActiveMongo. En fait, c'est le driver MongoDB pour Play. Qui a une philosophie, c'est le côté réactif, donc il y a pas mal d'asynchronisme, etc. Du coup, ça implique finalement un petit peu moins de vélocité qu'avec Mongo, parce qu'il y a un peu plus de puissance. Bon. Mais le côté cool quand même, c'est que comme tout ça c'est en Scala, j'obtiens le type option. Donc une option c'est quoi? C'est soit on a une valeur, soit on n'a pas de valeur. C'est-à-dire soit on a un somme, une valeur, soit on n'a pas de valeur. Ça permet en fait, moi je m'en suis servi pour dire ok, dans mon schéma, comme je sais que les données elles peuvent varier entre les versions de mon code, dans mes données, peut-être que la donnée elle est là, ou peut-être qu'elle n'est pas là. Du coup je peux faire du comportement sélectif. Ok, normalement ma donnée elle est là, bon, si elle est là je fais ça. Ma donnée elle n'est pas là, bon tant pis c'est pas grave, je fais un. Ça je ne l'ai pas utilisé à fond, parce que je peux toujours grouper les collections. Et c'est tout que si on commence je pense à gérer beaucoup de cas différents, le code peut devenir compliqué du coup. Donc la migration de données, bon, sur ces genres de petits projets, je ne l'ai pas vraiment réussi.
Mais en tout cas, les options, pour moi, ça m'a permis de résoudre vraiment les petits problèmes simples de variation de données sur les problèmes, sur les données un peu critiques. Donc là, c'est la dernière partie. C'est les petits trucs en plus que je trouvais cool dans le début. C'est le côté géolocalisation. J'ai participé à un programme justement Be My App avec des données open data. Il fallait géolocaliser les stations de Bidi, par exemple. C'est hyper simple à faire avec MongoDB. Il suffit de mettre un index, faire la bonne requête derrière. Donc là, typiquement, c'est pour dire, ok, donne-moi toutes les informations, tous les documents qui ont le champ géo proche de ce point-là, dans un périmètre de telle distance. Du coup, derrière, qu'est-ce que ça donne? Ça peut donner ce genre de choses. Donc là, on peut... normalement, ça devrait faire un cercle. Ça, c'est juste le jeu de données qui est un petit peu trop faible pour vraiment faire tout le cercle. Mais ça, ce genre de résultat, on l'a obtenu en moins d'une journée. Donc, c'est-à-dire mettre les données dans Mongo, mettre un index, et faire la page. Le petit truc aussi pas mal, c'est Mongo Import. C'est un tout petit truc, ça a l'air de rien. Mais derrière, on peut importer du JSON. C'est pas mal, parce qu'il y a pas mal de données qui sont sur Internet en JSON. Justement, toutes les données d'open data qu'on avait récupérées pour les libres, c'est du JSON. Donc, il suffit de les importer, hop, notre base est faite. Peut-être formater les données parce qu'il y a 2-3 petites choses à changer, si vous en avez besoin. Ça permet même d'importer des fichiers CSV. Parce que des fois, on peut avoir des données aussi en CSV. Par contre, il faut faire attention. Il ne faut pas oublier que MongoDB, c'est une boîte américaine. Donc ils font tout à l'américaine. Et pour le support de CSV. Aux États-Unis, ils utilisent la virgule comme séparateur. Et en France, c'est forcément le point virgule. Du coup, on peut changer ça dans Excel. J'ai essayé pour vous, j'ai pas réussi. J'ai fait toute la manip. À chaque fois, je faisais un export, à chaque fois, il mettait un point virgule. Ça a dû se finir par une place des points virgules pour des virgules ou quoi que ce soit. Bref, un port CSV, ne faites pas des données françaises. Du coup, c'est la fin de la présentation. Avant de passer au pizza et autres, est-ce que vous avez des questions? Moi, j'ai plus un retour d'expérience sur le développement, sur les petites applications. Est-ce qu'il y a des gens parmi vous qui ont utilisé les instances Google Cloud quand on fait un serveur Linux sur le GCE? Il y a des gens chez vous qui l'ont utilisé ou pas? Personne? Alors, je vous préviens, je ne travaille pas du tout pour Google. Avant, je travaillais pour Microsoft pendant 5 ans, j'ai fait de l'Azure. Il y a une fonction géniale quand on fait un petit projet, c'est qu'on peut faire en fait un ghost de la machine. Vous connaissez tous Ghost, sur Windows. On peut en fait faire une image entière et on peut créer un serveur avec un CPU d'abord, rien 4 Go de RAM et puis 420 Go de disque, ce qui est le minimum chez Google. Ça vaut 10 € par mois, tout bête. Tu mets ton Mongo dessus, tu fais tout ton taf. Et quand tu te rends compte que ça devient trop lent, j'arrête ma requête parce que j'ai rajouté 4 à 5 choses alors qu'avant j'en faisais qu'une seule. On arrête, on peut utiliser, alors c'est dans la ligne du GCE Google, je fais une copie complète sur en fait, un stockage persistant, d'accord, et pas un cloud, enfin, c'est comme un disque dur. On paye mais très peu. Sérieusement, moi j'ai payé, on a payé parce qu'on a fait ça avec 5 applications. Ça revient quasiment à 1 € par jour pour jusqu'à 1,7 Teraoctets. Bon, en clair ça va. Moi j'avais 80 gigas donc c'était ok. Et ensuite, on passe à un modèle par exemple avec 8 processeurs, 2 disques en miroir si on veut par exemple, plus de CPU, plus de RAM. Je recharge en fait mon image et ce qui est fabuleux c'est que 15 minutes après, l'intégralité de tout ce qu'on avait fait était là. Au moment où on était sur le développement sur une petite machine, on relance avec bien sûr des perfs qui ne peuvent rien avoir. Et on peut faire ça de manière élastique. En l'occurrence, moi j'ai fait ça pendant 2 jours. On a un peu après optimisé l'algo et après je suis revenu vers le client en disant voilà, j'ai fait mon POC. Si vous voulez avoir ça après de manière définitive, ben voilà le bon sizing du serveur et voici le temps de réponse qu'on pourra avoir. Et voilà, je vous donne un retour d'expérience. On a commencé très petit et pour 20 € au bout de 15 jours, et enfin 15 jours on travaillait 2 heures par jour, pas plus sur ce projet-là, j'avais des performances claires, j'avais surtout quelque chose qui marchait bien avec un sizing où je pouvais monter à 16 processeurs si je voulais. Voilà, un retour d'expérience. J'ai trouvé ça très puissant. Tout à l'heure j'ai entendu parler de MongoDB. Enfin, des backups. Moi, je te propose que tu fasses un retour d'expérience dans les prochains MongoDB du subgroupe, après.
D'ailleurs, on cherche tout le temps des speakers, parce que ça a l'air intéressant ce que vous faites. Donc je pense que, voilà, on a faim aussi, on veut voir. Non et voilà. Du coup, on cherche tout le temps n'importe quelle expérience. Si vous avez envie de parler 10 minutes, un quart d'heure, voilà, mais vous me contactez, vous contactez Stéphane, on est là, et puis passez le mot, et merci beaucoup à tous. Bon bouffe.